son gré. Il peut s'agir d'une violence verbale, physique, sexuelle ou autre. En tant que première dame, j'ai décidé d'en faire une priorité dans mon engagement parce que ces violences sont un fléau. J'ai décidé d'être une voix pour plaidoyer. Je veux donner force et courage aux victimes de parler. Comment luttez-vous contre le VBG? Je porte des plaidoyers sur les meilleures façons de lutter contre ces violences et sur les meilleures façons d'améliorer l'égalité homme-femme dans notre société parce que c'est aussi une question d'évolution des mentalités. Par ailleurs, ma fondation propose un encadrement juridique pour accompagner les victimes qui se manifestent à nous. Comment nous pouvons vous accompagner dans cette lutte qui nous concerne tous? Alors, comment vous pouvez m'accompagner? C'est d'abord le travail de chacun dans sa façon de voir l'autre. Par exemple, nous sommes tous nés d'une femme. Le respect et la bienveillance qu'il faut accorder à la femme sont pour moi des notions primordiales. Considérer la femme à sa juste valeur, c'est déjà un premier pas. Ensuite, j'invite chaque personne, victime ou témoin de ces violences, à ne pas se taire, à dénoncer les auteurs aux autorités compétentes. Quant à moi, je continuerai à demander, à travers mes plaidoyers, que les sanctions prévues par la loi contre de telles violences soient toujours plus dissuasives. Distingués participants, en vos qualités et titres respectifs, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez de participer virtuellement à cette rencontre. J'aurais bien aimé être physiquement avec vous, mais cela n'a pas été rendu possible pour les raisons évidentes expliquées par la pandémie de Covid-19 qui perturbe si fortement notre vie. Cette pandémie affecte ainsi notre action contre les diverses formes de violence que les femmes, les hommes et les enfants, filles ou garçons subissent et dans certains cas sont malheureusement obligés de subir. Le monde n'est pas assez au courant de ce qui se passe et c'est de notre devoir de faire le plus de bruit possible et d'attirer l'attention de tous sur ce mal. C'est la raison pour laquelle mon engagement comme championne globale des Nations Unies sur les questions de prévention des violences sexuelles liées au conflit est constamment renforcé. Cet engagement de lutte contre les violences sexuelles ne doit en aucun cas être le combat exclusif d'une catégorie de personnes. C'est un combat qui exige de nous tous une implication totale dès les premiers signes de naissance d'un conflit, soit-il à l'échelle de la famille ou de la communauté qu'à celle du pays. Si nous pouvons savoir quand un conflit peut commencer, nous ne saurons jamais à l'avance quand ni comment il pourrait se clôturer, encore moins quels dégâts il laisserait sur son passage. La prévention demeure ainsi notre meilleure arme. Rien qu'à l'idée de penser à la douleur des victimes, je redouble de courage et d'énergie pour prendre le temps de parler encore une fois de la question des violences sexuelles en période de conflit. Je me tiens à leur côté en ces instants où le monde tente de se relever de la Covid-19 et de ses conséquences parties pour durer. En effet, la pandémie actuelle de la Covid-19 est la plus forte et la plus singulière perturbation mondiale depuis la Seconde Guerre et ses répercussions sur la santé, l'économie, la politique et la sécurité se feront sentir pendant des années. Nous devons être préparés à être à la fois inventifs, résilients dans notre combat pour nous permettre d'envisager la victoire. Mesdames et messieurs, nous avons fait face à ce que l'on pourrait qualifier de guerre d'un autre type, la pandémie de Covid-19. Elle a frappé de plein fouet tous les secteurs de vie de nos nations et notre dispositif de combat contre les violences sous toutes les formes en a été impacté. Elle a ainsi mis en évidence les faiblesses majeures de la coordination sur la prévention des conflits et l'inadéquation entre les institutions existantes. Les niveaux de financement et les futurs défis de prise en charge de survivantes des violences sexuelles, particulièrement en période de conflit,
Il est aussi vrai que dans la recherche des premières solutions, les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie n'ont pas été sans conséquences pour les populations. Si par ces mesures des résultats probants ont été constatés sur notre continent, il n'en demeure pas moins que la stratégie de prévention et de lutte contre les violences sexuelles ait été négativement impactée. À titre d'exemple, premièrement, les mesures de confinement et de couvre-feu ont sensiblement impacté les revenus des ménages, impliquant l'accroissement de la pauvreté, un des facteurs non négligeables de création de conflits et d'exposition à l'augmentation des cas de violence. Deuxièmement, les activités de sensibilisation faites par les organisations de la société civile n'étaient plus possibles ou fortement réduites, ce qui n'a pas permis de décourager les auteurs de violences. En dernier lieu, la pandémie a limité la possibilité pour les survivants de dénoncer les actes de violence. Dans plusieurs pays d'Afrique, la pandémie a eu des répercussions sur les capacités d'enregistrement des plaintes, sur le traitement des signalements, ainsi que sur la poursuite des dossiers en un sens, ayant donc des survivants sous une pression psychosociale importante, car en attente pendant une longue durée de toute forme de réparation. Mais aussi la dissuasion de nouveaux cas qui passent par une justice justement appliquée et des sanctions exemplaires de bourreaux n'a pas été possible pendant ce moment. Mesdames et messieurs, maintenant que la pilule amère commence à passer, il est temps de redéfinir les priorités dans chacun de nos pays. Une dure leçon apprise de cette pandémie est que nous ne pouvons plus faire les choses comme par le passé. Nous devons sortir de notre zone de confort et surtout, nous ne devons pas limiter notre imagination dans la recherche de solutions durables, car une crise sanitaire de ce type, dans l'avenir, pourrait anéantir tous nos efforts consentis à ce jour envers le bien-être des survivants. Je propose donc deux choses. Premièrement, la préservation des acquis devant la crise sanitaire et deuxièmement, de manière simultanée, l'application courageuse de nos propres décisions et mesures. Avant la pandémie, des avancées notables avaient été constatées au niveau des textes et des comportements dans beaucoup de nos pays respectifs. Mon pays, la République démocratique du Congo, n'y était pas en reste. Je peux ainsi évoquer ici l'adoption par le gouvernement le 5 juin 2020 de la stratégie nationale de lutte contre les VBG qui constitue un cadre de référence sur la lutte contre toute forme de violence, y compris celles liées au conflit. La mise en place des plans d'action de nos forces armées et de nos forces de police pour la lutte contre les violences sexuelles en vue d'assurer la politique de tolérance zéro contre toutes les formes de violences causées par les forces de sécurité et de défense. La déclaration des chefs de l'État à la CIRGL à Kampala pour la lutte contre les violences sexuelles dans les pays de la région des Grands Lacs. La mobilisation des différents acteurs humanitaires pour appuyer le gouvernement afin d'assurer la mise en place des services de prise en charge médicale et psychosociale dans les différentes provinces affectées par les conflits et de sauver les vies des femmes, des filles et des garçons malgré les défis sécuritaires qui limitent souvent l'accès aux populations vulnérables. Toutefois, la grosse difficulté demeure, et vous l'aurez compris, la mise en pratique des belles résolutions prises, à savoir que dans la majeure partie des cas, l'insécurité généralement causée par des groupes armés ou le faible niveau des ressources allouées à la résolution des conflits et de leurs conséquences couplées à l'inaction sont les causes primaires à cette inertie. Je tiens à saluer ici les mesures prises par le gouvernement de mon pays afin de mettre fin aux conflits armés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cet engagement de lutte contre les violences sexuelles ne doit en aucun cas être le combat exclusif d'une catégorie de personnes. C'est un combat qui exige de nous tous une implication totale dès les premiers signes de naissance d'un conflit, soit-il à l'échelle de la famille ou de la communauté qu'à celle du pays. Si nous pouvons savoir quand un conflit peut commencer, nous ne saurons jamais à l'avance
quand ni comment il pourrait se clôturer. Encore moins quels dégâts il laisserait sur son passage. La prévention demeure ainsi notre meilleure arme. Rien qu'à l'idée de penser à la douleur des victimes, je redouble de courage et d'énergie pour prendre le temps de parler encore une fois de la question des violences sexuelles en période de conflit. Je me tiens à leur côté en ces instants où le monde tente de se relever de la Covid-19 et de ses conséquences parties pour durer. En effet, la pandémie actuelle de la Covid-19 est la plus forte et la plus singulière perturbation mondiale depuis la Seconde Guerre et ses répercussions sur la santé, l'économie, la politique et la sécurité se feront sentir pendant des années. Nous devons être préparés à être à la fois inventifs, résilients dans notre combat pour nous permettre d'envisager la victoire. Mesdames et messieurs, nous avons fait face à ce que l'on pourrait qualifier de guerre d'un autre type, la pandémie de Covid-19. Elle a frappé de plein fouet tous les secteurs de vie de nos nations et notre dispositif de combat contre les violences sous toutes les formes en a été impacté. Elle a ainsi mis en évidence les faiblesses majeures de la coordination sur la prévention des conflits et l'inadéquation entre les moments en période de conflit. Il est aussi vrai que dans la recherche des premières solutions, les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie n'ont pas été sans conséquences pour les populations. Si par ces mesures des résultats probants ont été constatés sur notre continent, il n'en demeure pas moins que la stratégie de prévention et de lutte contre les facteurs non négligeables de création de conflits et d'exposition à l'augmentation des cas de violence. Deuxièmement, les activités de sensibilisation faites par les organisations de la société civile n'étaient plus possibles ou fortement réduites, ce qui n'a pas permis de décourager les auteurs des violences. En dernier lieu,